Bonjour à tous. Donc, après avoir parlé de la nature et des propriétés du matériau bois, nous allons maintenant aborder un point plus technique, notamment le dimensionnement à l'Eurocode 5. Nous allons parler surtout des sollicitations qui peuvent introduire une instabilité dans l'élément de structure, notamment la compression et la flexion. Pour ce qui est du dimensionnement en traction et en cisaillement, ça, je le laisserai plus dans les parties TD où vous verrez que c'est des cas assez simples et qui n'ont pas besoin d'avoir un cours spécifique. Première partie, on va parler de la compression. C'est très important de comprendre cette notion d'instabilité car en tant qu'ingénieur, votre objectif c'est que tous vos systèmes constructifs soient le plus stables possible. Euh, que ce soit un mécanicien ou un physicien, eh bien, il déteste les états instables, car ces états peuvent provoquer une réaction qui peut impliquer un état non réversible de l'élément ou du système. Je vais vous faire un petit rappel d'un état stable et d'un état instable. Imaginez que vous avez une bille dans un bol. Lorsque vous appliquez une action sur la bille, une sollicitation, elle se déplace et revient du coup à l'état initial. Donc, nous pouvons dire que cet état est un état d'équilibre et donc un état stable. Par contre, si vous retournez le bol et que vous mettez la bille au-dessus du bol, en équilibre, et que vous appliquez une sollicitation sur cette bille, eh bien celle-ci tombe et ne revient pas à son état d'équilibre, donc à son état initial, et c'est un état qui est dit instable. Un élément de type poteau où la longueur de l'élément est très supérieure aux dimensions de la section soumise à un effort de compression, dans la longueur peut être instable. En effet, cette instabilité s'appelle le flambant. Nous allons voir dans ce diapo les méthodes qui sont mises en place par l'Eurocode 5 pour dimensionner les éléments en bois soumis à un effort de compression. Il est bien évident qu'un effort de compression n'implique pas toujours du flambant, il peut aussi appliquer des phénomènes de poinçonnement, notamment au niveau des appuis ou au niveau euh, des chargements localisés. Lorsque l'on dimensionne un élément, il est important de se rappeler que l'on compare deux contraintes, la contrainte induite par les différentes sollicitations. Ici, pour la compression, c'est sigma COD, c'est 0D, à la contrainte de résistance du matériau, qui est ici FC0D. Je rappelle que la contrainte de compression est notée FC. Dans le ROCAD 5, le 0 implique que la charge est appliquée avec un angle qui est de 0 degré par rapport aux fibres du bois, et le D induit que l'on prend la résistance du matériau en prenant en compte les différents facteurs qui sont Kmot et gamma M. Ces deux facteurs, vous les avez vus dans le cours précédent qui est intitulé Classement des bois de construction. Lorsque vous avez une sollicitation de compression perpendiculaire au fil, cela se traduit par un angle à 90 degrés. Et donc vous devez vérifier que la résistance au fil à 90 degrés, FC 90D, est bien supérieure. Il peut y avoir un phénomène de poinçonnement, ce qui induit l'utilisation d'un coefficient de correction KC90. Pour une charge uniformément répartie sur toute la longueur de la poutre, le risque de poinçonnement n'existe pas. Il n'y a pas de déformation locale. Par contre, sur une poutre qui subit des efforts de compression localisés, typiquement dans une charpente, eh bien le coefficient KC90 n'est plus égal à 1. Ce coefficient va dépendre de plusieurs choses, notamment le fait que la charge est plus ou moins proche de l'extrémité. Ainsi, si la localisation de la charge est inférieure au tiers de la hauteur de la section, alors le KC90 sera différent que s'il est supérieur au tiers de la hauteur. C'est dû à des efforts, c'est dû à des effets de bord. Nous allons maintenant parler de plusieurs cas particuliers. Le premier cas, imaginez que votre poutre s'appuie sur la longueur d'un mur.
sur toute la longueur d'un mur, et donc l'appui est considéré comme continu. Et que vous avez un chargement qui lui est à l'extrémité de la poutre, exemple un chevron sur une panne de rive, le chevron de largeur, elle, va appliquer une charge sur toute sa largeur, mais une charge qui est localisée. Cette charge va se diffuser dans la panne jusqu'à l'autre extrémité de la hauteur, et cela va donner à une longueur efficace. Cette longueur efficace correspond à la réaction de la panne sur le mur. Et donc vous avez la longueur efficace, LF, qui est égale à la largeur du chevron L, plus le tiers de grand H, où grand H en fait est la valeur max entre 40 mm et la hauteur de la panne, qui est inférieure à 2,5 fois la largeur de la panne. Et vous obtenez un KC90 qui va dépendre de la longueur efficace. Ensuite, vous avez deux autres cas où le coefficient KC90 vaut exactement la même chose, mais qui auront une longueur efficace différente. Le cas où vous avez votre charge proche de l'extrémité, mais supérieure à la distance A, la distance entre l'extrémité de la panne et de la charge, c'est-à-dire une longueur supérieure à A, qui est un tiers de la hauteur de la panne, vous avez une longueur efficace qui est égale à la largeur du chevron L plus 2 tiers de grand H, qui est toujours le max entre la hauteur de la panne et 40 mm, avec une hauteur inférieure à 2,5 fois la largeur de la panne. Attention, vous êtes toujours dans un cas où la poutre est sur un mur, et ensuite, voilà. Ensuite, vous avez un troisième cas où la poutre n'est plus sur un appui continu, mais sur un appui ponctuel, où vous avez une diffusion de la charge du chevron qui ne sera pas sur l'ensemble de la poutre, mais qui est sur une partie, puisque vous avez aussi une diffusion due à la réaction de l'appui. Typiquement, vous avez un exemple d'un système poteau-poutre. Donc, la longueur efficace sera égale à la largeur du chevron L, plus la largeur du poteau, LS, plus 2 tiers de la hauteur de la panne. L'ensemble divisé par 2. Avec trois conditions, la hauteur doit être inférieure à 2,5 fois la largeur de la panne B, donc c'est égal à B, que A, la distance avec l'extrémité de la panne, soit supérieure à la hauteur de la panne, et que la distance entre deux chargements soit supérieure à 2 fois la hauteur de la panne. Nous avons vu pour des éléments très peu élancés. Maintenant, passons à des éléments beaucoup plus élentés où vous avez une hauteur de l'élément qui est plus de 2,5 fois la largeur. Je ne vais pas vous expliquer forcément tous les cas aussi précisément que tout à l'heure, mais vous avez compris que nous étions sur un cas où l'appui est aussi continu sur toute la longueur, donc typique le mur. Et en fonction du positionnement de la charge, vous avez toujours le coefficient KC90 qui est égal au rapport entre la longueur efficace et la longueur de chargement. Pour calculer la longueur efficace, c'est assez simple. Dans le premier cas, c'est en gros la largeur du chevron plus un tiers de la hauteur. Et dans le deuxième cas, quand le chevron est suffisamment loin de l'extrémité de la panne, eh bien, vous avez la longueur efficace qui est égale à la largeur du chevron, donc L, plus 2 tiers de la hauteur de la panne. Le 1 tiers, le 1 sur 3, correspond à la pente de diffusion de la force dans le bois. Si vous avez deux charges ponctuelles très proches, alors leur zone de diffusion s'entrecoupe, et donc il faut soustraire la zone recoupée à la deuxième charge, due à la deuxième charge. Donc c'est le même principe pour les appuis discrets qu'avec la charge continue, sauf qu'ici la valeur H vaut la moitié de la hauteur de la poutre.
et le coefficient Kc90 est toujours égal au rapport entre la longueur efficace sur la largeur du chevron, ou la largeur de la charge. Donc on remarque, la question c'est est-ce que le coefficient Kc90 est réducteur ou non. Eh bien, comme la longueur efficace est toujours supérieure à la largeur de l'application de la force, on peut donc en conclure que le coefficient Kc90 est toujours supérieur à 1 pour les charges non uniformes, et donc que ce n'est pas un coefficient réducteur. Donc lorsque vous avez une compression oblique appliquée à un élément bois, exemple un assemblage type embrèvement dans une charpente, votre résistance de l'élément ne sera pas FC90D avec un angle de 90, mais avec un angle alpha. Et donc la résistance est maintenant FC alpha D. Donc, pour trouver la résistance de l'élément avec cet angle alpha comme indiqué sur le schéma, on utilise la formule de Hankinson, qui permet du coup de réévaluer la résistance en compression du matériau en fonction de l'angle de la sollicitation. Il faut faire attention, le Kc90 est toujours évalué par les méthodes indiquées précédemment. Passons maintenant aux compressions suivant le fil du bois. Je le répète, lorsque vous avez une longueur très supérieure aux dimensions de la section, alors vous avez un risque de flambement si votre élément est comprimé. On parle de longueur de flambement dans l'Eurocode. On donne donc les différentes longueurs de flambement en fonction des différents appuis aux extrémités. Donc pour un élément articulé aux deux extrémités, la longueur de flambement est égale à la longueur de l'élément. Si les appuis sont articulés encastrés, la longueur de flambement est d'environ égale à 0,7 fois la longueur de l'élément. Si les appuis sont tous les deux encastrés, on a une longueur de flambement plus petite qui est de l'ordre de la moitié de la longueur de l'élément. Et si l'élément est seulement encastré en pied et libre en tête, la longueur vaut 2 fois la longueur de l'élément. Le flambement est un problème assez connu, on l'appelle le problème de l'air. Et en fonction de la longueur de flambement, de la rigidité du matériau en flexion, on est capable d'estimer la charge critique de flambement, c'est-à-dire la force à laquelle vous allez avoir du flambement. Donc on est capable de connaître la charge qui va déséquilibrer le système et induire ce phénomène de flambement. Cette charge est appelée charge critique ou force critique, ou encore force de l'air, qui vaut le nombre pi au carré fois la rigidité du matériau en flexion, soit le module Young fois le module Young longitudinal fois l'inertie divisé par la longueur de flambement au carré. Je ne vais pas vous faire toute la démonstration ici, je vous propose d'aller sur votre ami Google pour trouver la démonstration de la force critique et du problème de l'air. Bon, maintenant lorsque l'on passe sous la forme de contrainte, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a une contrainte normale qui est F sur S, eh bien, vous allez juste diviser votre force critique par la section. Donc, ça va être égal à le nombre pi au carré fois la rigidité de flexion divisé par la longueur de flambement au carré multiplié par la section. Donc, dans cette contrainte critique, vous avez un rapport entre l'inertie et la surface de votre élément. Ce rapport, en fait, c'est le rayon de gyration au carré. Donc, je rappelle, le rayon de gyration, c'est en fait la racine du rapport entre l'inertie et la section. Il est évident que si notre élément flambe suivant Z ou suivant Y, les inerties étant différentes, eh bien le rayon de gyration l'est aussi. À savoir que lorsque l'on parle de flambement, suivant Z, cela veut dire qu'il y a un déplacement suivant Y, mais une rotation autour de l'axe Z.
Et inversement, lorsque l'on part de flambant suivant Y, sur l'axe Y, on a un déplacement suivant Z et une rotation suivant Y. Vous pouvez faire l'analogie avec une poutre en flexion, par exemple. Le rapport entre la longueur de flambant et le rayon de gyration correspond à l'élancement. Attention, il faut savoir que la longueur de flambant suivant Y et suivant Z peut être différente. Cela dépend de l'assemblage que vous mettez en place. Je vous rappelle que vous avez donc une contrainte critique qui vaut pi carré fois le module longitudinal fois l'inertie divisé par la longueur de flambant au carré multiplié par la section. On peut donc écrire la contrainte critique comme étant égale à pi au carré fois le module longitudinal divisé par l'élancement au carré. Bien évidemment, nous sommes à l'ELU, nous voulons dimensionner l'élément au flambant. Le module longitudinal sera le module au fraxile. On peut donc écrire l'élancement en fonction de pi au carré du module et de la contrainte critique. Il suffit de passer l'élancement à gauche et la charge critique à droite. Donc l'élancement dépend de la contrainte critique de l'élément. Nous pouvons mettre en place un autre élancement qui lui sera un élancement dit limite et il sera lui fonction de la résistance en compression de l'élément. Donc c'est-à-dire que vous avez l'élancement limite qui serait égal à pi fois la racine du rapport entre le modulo fractile divisé par la résistance caractéristique en compression. Donc nous pouvons donc calculer l'élancement relatif qui est tout simplement le rapport entre l'élancement euh, qui dépend de la charge critique et l'élancement qui dépend de la résistance en compression. Ce rapport est aussi égal à la racine du rapport entre la résistance caractéristique et la charge critique. L'Euro 5 permet de dire que si cet élancement relatif est inférieur à 0,3, alors le risque de flambant euh, n'existe pas. Mais par contre, si l'élancement relatif est supérieur, il va falloir prendre en compte ce risque de flambant, cette instabilité dans le calcul, et pour ça, on doit multiplier la résistance en compression dans le sens du fil FC0D par le coefficient cassé. Pour déterminer ce coefficient cassé, il suffit de répondre à l'égalité suivante, qui est 1 sur k plus la racine de k au carré moins l'élancement relatif au carré. Pour déterminer le coefficient k, eh bien c'est assez simple, il dépend de l'élancement relatif, mais aussi d'un facteur bêta AC qui lui dépend du type de matériau utilisé. La différence entre les deux facteurs bois ici, massif ou bois lamellé collé LVL, est assez simple. Le fait que lorsque vous reconstituez un matériau, un phénomène système apparaît et donc vous limitez les défauts de votre matériau et le bêta C est plus grand pour le matériau qui comporte le plus de défauts. Donc ici, notamment, le bois massif. Là, une petite anecdote, il faut savoir que j'ai travaillé pendant mon stage de Master 2 sur le flambant de panneaux de CLT. Si vous voulez voir une petite vidéo sur le flambant d'un mur de CLT, vous pouvez taper sur YouTube flambant de mur CLT I2M et vous verrez les travaux que j'ai pu faire. Vous allez donc, moi, ce que j'ai pu montrer à la fin de mon stage, c'est que le bêta C d'un panneau CLT est très proche du bêta C du bois lamellé collé, qui est environ égal à 0,1. Bon, ensuite, il faut savoir que votre facteur cassé est toujours compris entre 0 et 1, donc c'est un coefficient qui est réducteur, qui va être sécuritaire. Et donc vous allez prendre qu'un seul pourcentage
de votre résistance en compression. Donc que ce soit un flambant suivant l'axe Y ou suivant l'axe Z, c'est la même chose, sauf que votre élancement relatif sera différent. Et donc, vous devrez calculer un KC Y ou un KC Z. Il faut savoir qu'il existe bien sûr d'autres normes que celles de l'Eurocode 5. Si vous allez au Canada ou aux États-Unis, vous n'aurez pas les mêmes normes. Mais par contre, le problème reste le même, c'est toujours le problème de l'air, mais vous aurez des coefficients de sécurité qui seront un peu différents.